Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, donc live du 23 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Déjà, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat. Salut René, salut Laurent Chélus, salut Stéphane, salut Jeff Murray, JDG, Dominique et toutes les autres. Salut les Quistops, salut Fixou, bienvenue à tout le monde. Bah écoutez, nouvelle semaine, nouveau live. Aujourd'hui, on va continuer de parler un petit peu de choses un petit peu historiques et refaire un peu la lumière sur un personnage très 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 important, je pense. Pour c'est ceux qui ont vu le titre, donc pour moi, on va parler d'un personnage qui, je pense, et sans lui, le monde de l'informatique moderne ne serait pas ce qu'il est. Et donc, on va parler de Dennis McAllister Ritchie, qui pour moi est vraiment le GOAT, le greatest of all time, côté tech, et on va voir pourquoi. Alors pourquoi je voulais parler de ce personnage? Parce que ça a été un personnage vraiment, comme je le disais, hyper important, très fondateur sur l'informatique moderne de par toutes ses contributions, et aussi parce que ça a été quelqu'un d'un petit peu oublié par l'histoire, notamment, je dirais, au moment de sa mort. Voilà, on va pas se mentir, qui a été éclipsé à l'époque par celle de Steve Jobs. Et pourquoi je parle donc de Dennis Ritchie aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques jours, je vous partage ça à l'écran, il y a quelques jours, je faisais ma petite info du jour. Le 9 septembre, c'était la date anniversaire donc, de sa naissance. Donc il y a 83 ans, le 9 septembre 1941, naquit Dennis McAllister Ritchie, informaticien américain. Il sera connu pour être l'un des pionniers de l'informatique moderne, notamment en inventant le langage C et en co-développant le système d'exploitation Unix. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le personnage, ou presque. Comme dit Laurent, ouais, il est mort le mauvais jour. En fait, ouais, il est mort à une période, effectivement, où quelques jours plus tôt, Steve Jobs était mort et donc sa mort était un petit peu éclipsée. Donc, on va reparler un petit peu de lui. Pourquoi, comme je le disais, parce que il a vraiment fait des contributions majeures. Là, j'ai évoqué les contributions par rapport à la création du langage C en co-développement Unix, mais il a contribué vraiment à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vous ferai une petite quote tout à l'heure de quelqu'un qui a bossé avec lui et qui a fait une quote intéressante. Je vous la garde pour tout à l'heure. Donc, Dennis McAllister Ritchie, donc c'est quelqu'un donc qui est né en 1941, comme je le disais. Il est né dans l'État de New York. Et il a vécu globalement dans le New Jersey toute sa jeunesse. On va dire que ça a été plutôt quelqu'un, pas quelqu'un d'extravagant durant sa jeunesse apparemment, quelqu'un de plutôt réservé et assez à fond dans les études. Il a passé un bachelor de mémoire, un bachelor de mathématiques et de physique. Et ensuite, il s'est un petit peu orienté vers l'informatique parce qu'il a commencé à voir un petit peu les travaux qui découlaient de la partie Univac 1. Et il a trouvé ça un petit peu fascinant. Donc tout ce qui sortait donc, d'Harvard en termes de recherche, il a trouvé ça réellement fascinant. Donc il s'est orienté assez rapidement vers des études à Harvard, des études qu'il a passées de façon un petit peu haut la main. Et ces études, donc ça, on est plutôt dans les années 60. Et donc, il a passé, donc, il a fait une thèse, je vais y revenir juste après sur sa thèse, qui a été assez intéressante à plus d'un titre, parce que c'est une thèse qui traitait d'un sujet assez fondamental, mais qui n'a jamais été publiée. Donc en fait, comme je le disais, cette personne a fait donc ses études à Harvard, donc dans un domaine qui à l'époque, je le rappelle, hein, dans les années 60, les études d'informatique, ça n'existait pas. On travaillait plutôt dans des divisions d'ingénierie, de maths physique. Lui, s'est plutôt orienté vers les divisions donc, de maths physique et tout ce qui touche à l'ingénierie de façon générale. Mais à l'époque, donc, remettons dans le contexte, l'informatique était quelque chose de très récent et donc il n'y avait pas de cursus en informatique en tant que tel. Tout restait à inventer. Donc il a effectivement travaillé donc un petit peu sur tous ces sujets pendant son cursus universitaire.
pour obtenir son diplôme. Et comme c'est quelqu'un qui a de la ressource, travailler simplement à Harvard, enfin travailler pour ses études simplement à Harvard, ça ne lui suffisait pas. En parallèle, il a trouvé un job au MIT. Rien que ça, donc Harvard, MIT, le mec tranquille, au calme, juste les plus grands centres de formation, on va dire, des États-Unis, en tout cas sur tout ce qui touche à la technologie. Donc, il a trouvé un petit job au MIT, justement, où il a pu commencer à toucher tout ce qui touchait à l'informatique de façon générale. Donc, ça lui a permis un petit peu de jouer sur les deux tableaux. Au moment de la fin de son cursus universitaire, donc il travaillait sur sa thèse, mais il a eu la chance de pouvoir rentrer chez AT&T. Donc AT&T, on le rappelle, qui est une très très grande entreprise américaine de télécommunications essentiellement. Donc je pense pas qu'il se soit nécessaire de présenter AT&T. Euh, donc il a eu la chance de pouvoir entrer chez AT&T avant la fin de son cursus universitaire et donc au moment où il était en train de rédiger sa thèse. Pour deux raisons, parce que déjà c'était quelqu'un de relativement brillant, donc il a pu rentrer assez facilement donc, chez AT&T, mais aussi parce que son père y travaillait déjà. Donc de là à dire que il suivait un petit peu les traces de son père, c'est possible. Et son père donc qui avait fait toute sa carrière chez AT&T. Donc je pense, ça c'est une supposition, je n'ai pas trouvé de source à ce propos, qu'il a un petit peu eu cette, je vais pas dire voie de facilité, mais en tout cas cette facilité de pouvoir entrer chez AT&T à l'époque parce que son père y travaillait déjà et quelque part il connaissait déjà un petit peu le contexte et puis peut-être que son paternel étant quelqu'un aussi d'assez réputé dans les différents départements d'AT&T, peut-être que ça a probablement aidé son intégration dans cette auguste maison. Euh, attends, Gigi, tu dis ses parents n'étaient pas non plus modestes. C'est-à-dire modeste dans quel sens? Modeste en termes d'argent ou modeste en termes en termes de poste? Bon, l'un dans l'autre, c'est pas important. Et donc, lorsqu'il est rentré donc, chez AT&T, il a commencé à travailler sur différents projets, et notamment le projet Multix, donc, qui avait pour vocation de développer un système d'exploitation qui permettait de proposer à de multiples utilisateurs des multiples services. Ça nous paraît tellement évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez novateur et d'assez nouveau. Et c'est un projet qui a eu beaucoup de hauts et de bas, et surtout de bas, mais ça va quand même conditionner le futur. En travaillant sur Multix, il a rencontré un certain nombre de personnes qui étaient importantes et dont vous avez très probablement entendu parler. Je pense notamment à Ken Thompson, avec lequel il co-créera Unix, et on va en parler dans quelques minutes, mais aussi d'autres personnes, Brian Carningham, Rob Pike, etc. Et donc, ce sont des personnages que vous connaissez peut-être pas, mais en tout cas dont vous avez peut-être déjà entendu le nom ou vu le nom inscrit quelque part. Bon, Brian Carningham, évidemment, tout le monde le connaît puisque il a coécrit l'ouvrage Le langage C avec Dennis Ritchie. Et donc pour Xavier qui vient d'arriver, oui, on parle de Dennis Ritchie. Euh, et donc il a rencontré une foule de personnes assez intéressantes chez AT&T au moment où il travaillait sur Multix. Multix est donc un projet qui finalement a eu beaucoup de mal à s'imposer, qui a souffert de beaucoup de problèmes comment dire, de conception à la base. Et je le rappelle encore, on est dans un contexte milieu des années 60 où l'informatique, c'est quelque chose, c'est les balbutiements de l'informatique. On est en train de créer tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui ne l'était pas nécessairement à l'époque, d'autant plus qu'il fallait remettre dans le contexte un petit peu avec les technologies de l'époque. Et donc, ils ont pu se rencontrer sur ce projet et de pouvoir travailler sur des choses pour lesquelles ça leur a donné des idées pour la suite. En même temps qu'ils travaillaient sur le système Multix, je le disais, Ritchie travaillait sur sa thèse. Donc, il a passé sa thèse qu'il a soutenue. C'est une thèse donc il a passé à Harvard, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a soutenue près de son maître de thèse, qui était Patrick Fisher, qui était aussi un chercheur assez reconnu dans le domaine. Mais le fun fact, c'est qu'en fait, il n'a jamais réellement obtenu son diplôme pour
une simple raison, comment je dirais, de règle. C'est que normalement, pour obtenir son diplôme, il fallait remettre sa thèse sous la forme d'un ouvrage relié, ce qu'il n'a jamais pris le temps de faire. Il n'a jamais pris le temps de relier sa thèse et de la remettre, etc. Donc en fait, il a obtenu son diplôme, mais jamais réellement validé, puisqu'il n'avait pas remis sa thèse sous la forme qui était attendue par les autorités de l'époque à Harvard. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le temps de faire ça? Parce qu'il s'est dit, ok, je finis ma thèse, c'est super, mais en fait, j'ai déjà un taf chez AT&T, donc quelque part, bah, il a préféré, peut-être, j'en sais rien si c'est la voie de la facilité, mais utiliser son temps pour d'autres choses. J'y ai dit, il l'a gardé en PDF. Et alors en fait, justement, sa thèse, ça a été assez intéressant parce que sa thèse, tout le monde en avait perdu trace à Harvard, et c'est lors de sa mort que ils ont, avec sa sœur, essayé d'entreprendre des recherches pour retrouver sa thèse de l'époque, ce qu'ils ont fini par retrouver. Et sa thèse, je vous mettrai les liens sur le replay de la vidéo YouTube. Sa thèse a été retrouvée et republiée. Et donc sa thèse, alors attends, je vais reprendre mes notes parce que sa thèse s'était nommée Programme Structure and Computational Complexity. Donc là, il travaillait justement sur la complexité combinatoire, notamment des systèmes, et qui touchait à tout ce qui était les temps de propagation, les temps d'exécution, la complexité combinatoire, etc. Et ça rejoignait beaucoup les travaux aussi de Claude Shannon à l'époque sur le sujet. Voilà. Alors, Dominique, tu dis à l'époque c'était en PS. Ah non, mais à l'époque, tout ça, ça n'existait pas, hein. À l'époque, c'était du texte, et les tests étaient tapés à la machine, hein. On va pas se mentir. PostScript et tout ça, ça n'existait pas encore dans les années 60. Et comme je le disais, je ferme la parenthèse sur sa thèse. Donc, il a travaillé donc sur Multics avec Kernighan. Et puis un jour, Multics, le projet s'est arrêté parce que il était un petit peu dans une voie de garage. Et l'un de ses collègues, donc, qui est Ken Thompson, qui est aussi donc un éminent informaticien dont on parlera probablement dans un futur live, Ken Thompson a eu pour idée de se dire, ok, Multics a échoué, mais il y avait quand même des bonnes idées, et je pense que tout ça était beaucoup trop compliqué, et il y a peut-être moyen de simplifier tout ça. De là à germer dans son esprit complètement malade à l'époque et tordu, pour ainsi dire, puisque faut rappeler que tout ça c'était novateur à l'époque, de se dire on va inventer un système, on va élaguer tout ce qui est complexe du système Multics, et donc toute la partie qui touchait justement à la gestion des multi-utilisateurs, des multi-services, etc. Donc ce qu'on pourrait simplifier aujourd'hui en disant que c'était finalement les fondamentaux du multitâche et du multi-user. Et donc il s'est dit, on va simplifier tout ça et créer un système d'exploitation, ce qui tombe bien puisqu'ils avaient un ordinateur de type PDP à l'époque dans les laboratoires d'AT&T, un PDP qui était totalement inutilisé. Et donc Ken Thompson a commencé à travailler sur ce qui allait devenir Unix à l'époque, et à donc concevoir ce système d'exploitation avec des concepts qui étaient vraiment extrêmement novateurs à l'époque, c'est-à-dire ce qui nous paraît évident aujourd'hui, le tout fichier. Tout est représenté sous forme de fichiers, que ce soit les périphériques, les fichiers, les répertoires, etc. Et un certain nombre d'autres choses, c'est-à-dire de pouvoir dialoguer avec la machine à l'aide d'un interpréteur de commande qui soit juste notre interface pour pouvoir piloter la machine et faire ce qu'on a à faire. Et le fait aussi d'avoir des multiples petits programmes qui font des choses simples, mais qui le font bien et qu'on peut combiner ensemble. Tout ça, c'était des concepts qui étaient réellement novateurs à l'époque, hein, je le rappelle. Et donc Ken Thompson a commencé à travailler là-dessus, et pour cela, il avait besoin de travailler avec un langage d'un peu haut niveau, je dirais. Et à l'époque était utilisé énormément le BCPL, qui était un langage de programmation qui était très utilisé pour écrire des compilateurs, écrire des bootloaders, écrire vraiment des parties très très bas niveau. Cependant, le BCPL, compte tenu de toutes les qualités qu'il pouvait avoir, il avait plein de défauts. Par exemple, tous les types de données en fait étaient condensés qu'en un seul type de données, qui était une donnée entière. Il ne gérait pas les nombres flottants, etc. Puis il y avait plein de refinements dans le langage qui n'intéressaient
pas du tout Ken Thompson à l'époque. Donc il a finalement écrit un langage qu'il a nommé le B, et qui n'est pas du tout lié au BCPL, au B de BCPL, mais qui venait d'un langage sur lequel il avait travaillé auparavant, qui s'appelait Bonne, et qui vient du prénom de sa femme qui s'appelle Bonnie. Voilà. Donc il a créé un subset du BCPL qu'il a nommé le B, mais en gardant un petit peu toutes les contraintes qu'il y avait, c'est-à-dire tous les types de données avaient la même taille, que ce soit des pointeurs, des entiers, etc. C'était le même type de données. Et puis les structures étaient héritées du BCPL, qui n'étaient pas forcément adaptées à l'écriture d'un système d'exploitation. Quand Ritchie a vu ça, Ritchie s'est tout de suite très très intéressé au sujet et s'est dit bah, je pense que il y a moyen d'écrire un langage qui soit un peu plus adapté à l'écriture de systèmes d'exploitation. Alors, pour rappel, la toute première version d'Unix, vraiment les premières versions étaient écrites en assembleur essentiellement, et donc le B était là justement pour pouvoir réécrire un petit peu tous les fondamentaux en un langage de haut niveau, mais Thomson galérait finalement avec ce langage. Et donc, ce qui a apporté finalement Dennis Ritchie, c'est de se dire, en plus d'avoir été contributeur sur l'idée de base de Thomson, c'est-à-dire d'avoir travaillé avec lui sur le développement en assembleur, sur les concepts d'Unix, il s'est dit, je vais développer un langage qui reprend certaines caractéristiques du B, qui étaient plutôt bonnes. Salut Yorzian, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir ici. Donc il a pris un petit peu ce langage, et il a élagué toutes les choses qui étaient un petit peu relou du B, et il a rajouté des choses qui pour lui étaient, je dirais, incontournables, c'est-à-dire d'avoir des types de données différents, d'avoir un type pointeur, d'avoir des structures de données qui soient plus souples et plus faciles à utiliser, et donc d'avoir un langage d'assez haut niveau, plutôt généraliste, mais en même temps très proche de la machine pour faciliter le portage. Et ça, ce concept-là vient très clairement donc de Ritchie, le fait de pouvoir avoir un langage qui permette de porter un logiciel vers une autre plateforme. À l'époque, ça n'existe quasiment pas. Il n'y avait que quelques langages de haut niveau qui permettaient... Salut Top Clean, merci à tous les raiders qui viennent d'arriver sur ce live. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ici, on est en train de parler de l'histoire de Dennis Ritchie. Voilà. Donc, je vais continuer ma petite histoire tranquillement. Installez-vous confortablement, je continue. Et donc, Ritchie a eu cette idée dingue de dire, ok, on est en train de développer un système d'exploitation, mais souvent, ce qui pose problème pour les logiciels de l'époque, pour les entre guillemets, pour les porter sur une nouvelle machine, c'était qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très très liées au hardware de l'époque. Si vous aviez deux ordinateurs différents, radicalement différents, le portage c'était l'enfer, parce que la plupart des logiciels étaient développés soit en assembleur, soit sur des langages qui n'existaient pas sur d'autres plateformes, et donc ça limitait le champ de portabilité. Et donc il a eu cette idée qui nous semble évidente aujourd'hui, encore une fois, de dire on a un langage de haut niveau qui nous permet de porter 80 ou 90% de la code base du système d'exploitation et des utilitaires sur une autre plateforme, et ce qui va rester, on finira par le développer en assembleur, et le plus souvent, c'est toutes les parties bootloader, la gestion très bas niveau des entrées-sorties, dialoguer avec les périphériques, etc. Et donc, il a eu ça en tête, et donc il a conçu le langage C à partir donc, du début des années 70. Et ainsi, Unix, donc, qui avait été commencé à être écrit en assembleur puis en B, a été intégralement réécrit en C à l'époque, et ce qui a permis donc d'aboutir à la version Unix version 1 d'AT&T. Et ce qu'il a fait grâce au langage C, et donc aussi sa contribution sur Unix, parce que je rappelle que Ritchie était contributeur, co-inventeur d'Unix, même si c'était sous l'impulsion de Ken Thompson, il a lourdement participé à la création d'Unix et à mettre en place tous ces concepts, et notamment beaucoup de code qu'il a écrit à l'époque, c'était des utilitaires, du bas niveau et la partie compilation. Et donc, un des premiers travaux qu'ils ont fait, une fois que c'était fonctionnel sur un PDP-A, c'était de pouvoir le porter sur d'autres architectures, d'autres types de PDP, mais aussi d'autres micro-ordinateurs. Ce qu'on appelait les micro-ordinateurs de l'époque, c'est plutôt des mini-ordinateurs, on va dire, donc des ordinateurs qui occupaient une grosse armoire dans une pièce. Et donc, il a entrepris le portage vers une architecture, et l'objectif, c'était que ce portage
soit le plus léger possible. Donc une des premières choses qu'il a faites dans le langage C, c'était donc de pouvoir avoir un compilateur qui puisse avoir un front-end qui est globalement toujours le même, et d'un back-end donc, qui permet donc d'émettre du code assembleur vers une architecture donnée. Donc première étape, c'était de faire un outil de cross-compilation, donc d'avoir un back-end qui permettait de générer du code vers une architecture étrangère, exotique, on va dire, par rapport à l'architecture sur laquelle il travaille, et ensuite d'utiliser, donc de bootstrapper le compilateur et de porter tous les outils de compilation vers cette nouvelle architecture, et ensuite de pouvoir tout rebuilder vers cette nouvelle architecture en ajoutant le code assembleur qui était nécessaire, comme je disais tout à l'heure, hein, aux différentes couches d'entrée-sortie, au bootloader des machines, etc., etc. Et il me semble me souvenir, alors j'ai pu retrouver le temps exact, mais c'est que le premier portage qu'ils ont fait, ils l'ont fait en l'espace de quelques jours sur une nouvelle architecture, puisque le plus gros du travail, c'était d'écrire le back-end du compilateur vers la nouvelle architecture, et ensuite de pouvoir recompiler le tout et de pouvoir combler un petit peu les trous ou réécrire les parties qui sont vraiment très système dépendantes vers l'architecture cible. Et ça a permis de valider un petit peu ce concept, et c'est ainsi que finalement chez AT&T, ce projet qui était vu comme une sorte de projet expérimental dans un coin fait par deux babacool un peu spéciaux, bah, ça a pris de l'ampleur. AT&T ne s'y est pas trompé, ils se sont dit on a un truc, là on tient un truc qui est hyper intéressant, parce que de plus en plus de gens s'intéressent à Unix chez nous. Mais il va falloir comment je dirais, le pousser hors de nos murs. Alors, le nom Unix, je suis pas revenu dessus. D'où vient le nom Unix? En fait, c'était un jeu de mots qui était lié à Multix. Comme je le disais tout à l'heure, Multix signifiait multiple user. Je ne sais plus exactement le reste des lettres, mais signifiait que en fait, ce système d'exploitation permettait de faire plein de choses avec plein de personnes en même temps. Au début, la philosophie d'Unix était de permettre à un utilisateur de permettre à un utilisateur de faire ce qu'il voulait. Donc ils se sont dit, plutôt que faire des multiples choses, c'est de faire des uniques choses. Donc c'est devenu Unix, U-N-I-C-S, et en fait c'est sous l'impulsion de Brian Kernighan, qui est jamais avare d'idées, de raccourcir en Unix avec un X à la fin. Donc en fait Unix, le nom, est simplement un petit jeu de mots rigolo lié au fait que Multix avait complètement échoué à sa tâche, et que finalement Unix, qui était dédié à faire une chose simple au début, à le faire finalement, à les remplacer complètement. Merci Yorzian, donc Multiplexed Information Computing Service. Voilà. Et donc Unix était censé faire l'inverse, et puis finalement il a pris complètement le pas sur Multix. Et donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'AT&T l'a poussé en interne, et ça a été de plus en plus utilisé en interne, et voulait le pousser en externe. Et c'est là que s'est retrouvé AT&T confronté à un problème légal. Quelques années plus tôt, AT&T a eu un procès assez majeur dans l'industrie américaine qui l'empêchait, parce qu'ils avaient une situation de monopole, donc qui l'empêchait, je dirais, de vendre autre chose que des systèmes téléphoniques, des télécopieurs ou ce genre de choses, etc. Donc ils se sont dit, on a quand même quelque chose qui est intéressant comme produit, mais comment est-ce qu'on peut le diffuser? Bah, ils ont pris le parti de se dire, ok, on peut diffuser les premières versions d'Unix à des universités, moyennant une petite contribution qui est mineure, avec le code source. Donc la contribution permettait finalement de rentabiliser comment je dirais, le transport des bandes magnétiques ou des supports qui étaient nécessaires à l'époque pour pouvoir transporter le code. Rappelons qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et donc les universités, on peut acquérir comme ça des licences d'Unix, AT&T, et donc de pouvoir avoir librement accès au code source, etc. Ce système Unix est arrivé finalement dans une université qui est bien connue, qui est l'université de Berkeley, sur laquelle on va retrouver un certain nombre de personnes qui ont été tout de suite très très intéressées par le sujet. On peut penser notamment à Bill Joy qui est notamment l'un des fondateurs de la distribution BSD, et aussi l'auteur de l'excellent éditeur qui est VI. Je suis désolé pour ceux qui trouvent ça complètement incroyable à utiliser, mais voilà. Donc Bill Joy a eu ça en main et a co-créé la première distribution BSD, et donc l'Unix d'AT&T,
couramment nommé Unix System, System 5 par exemple pour les dernières versions, a été forqué quelque part en un Unix BSD, donc Berkeley, et qui s'est diffusé comme ça de façon tranquille mais sûre, comme ça dans toutes les universités. Et c'est comme ça que Unix a inondé le marché, et ce qui a permis notamment au début des années 80 à de nombreuses entreprises qui cherchaient des systèmes d'exploitation qui pouvaient travailler sur des mini-ordinateurs de l'époque, systèmes d'exploitation peu coûteux, etc., de pouvoir monter des startups et d'avoir finalement une base de code qui était fiable, sûre et tout ce qui va avec. Et c'est ainsi qu'est né notamment, on retrouve encore BitJoy, la naissance de Sun Microsystems notamment dans les années 80 et qui est issu directement des travaux de Berkeley, basé sur les travaux donc d'AT&T sur Unix et donc sur tout ce qu'a fait Ken Thompson et surtout donc Dennis Ritchie, sans qui effectivement rien de tout ça n'aurait été possible, en tout cas peut-être pas aussi avec le succès que l'on connaît. Voilà. Donc, je vous passe un petit peu sur toutes les autres contributions qu'a eu Dennis Ritchie au cours de sa vie. Il a travaillé notamment sur d'autres sujets chez AT&T, notamment Plan9, qui était un système d'exploitation, un système d'exploitation essentiellement de recherche, avec lequel il a travaillé, il a contribué avec Rob Pike sur ce sujet. Juste pour la petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse, Plan9, c'est pas un système d'exploitation qui a percé dans l'industrie, qui a été réellement utilisé, c'était essentiellement un système d'exploitation de recherche. Mais il y a quelque chose d'assez fabuleux qui est sorti des travaux de Plan9, et notamment, comment je dirais, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours, c'est l'UTF. L'UTF, donc la façon d'encoder les caractères Unicode, l'UTF-8, est directement issu des travaux qui ont été faits sur Plan9. Alors là, pour le coup, c'est pas Dennis Ritchie qui en est l'auteur, mais il faut voir que c'est encore une invention qui est sortie des labos d'AT&T et de gens qui ont gravité autour de toutes ces personnes. Je ferme cette petite parenthèse. Alors, Dennis Ritchie est donc connu donc, pour avoir créé le langage C, il est connu pour avoir co-créé le système d'exploitation Unix, mais aussi pour ce fameux livre qui est The C Programming Language, donc qui est le livre de référence pour apprendre à programmer en C, qu'il a coécrit avec Brian Kernighan. Donc c'est le fameux KNR. Donc c'est Tom. Alors en fait, Yorzian, c'est Thomson et Rob Pike. Et en fait, juste, je rouvre la parenthèse du TF8. Thomson et Rob Pike sont allés dîner un soir. Ils étaient en train de travailler donc sur Plan9. Ils se sont dit, on a besoin de créer un système pour encoder les caractères avec un certain nombre de contraintes, que ce soit globalement compatible avec ASCII et notamment surtout que le caractère slash soit toujours au même endroit et que le caractère nul soit toujours au même endroit. Ils sont partis de ça et effectivement, tu as tout à fait raison, Yorzian, c'est qu'en fait, ils ont dessiné au cours de leur dîner l'encodage, quasiment le système d'encodage par bits de l'UTF sur la nappe du restaurant, et c'est de là qu'est né l'UTF-8. Je referme encore une fois cette parenthèse. Et donc j'en étais sur le livre, le fameux KNR, donc le Kernighan-Beracci, donc qui est le livre de référence du langage C, donc que Ritchie a écrit avec Kernighan. Alors pourquoi Kernighan? Parce que Kernighan, c'est quelqu'un qui, en plus d'être un excellent ingénieur, c'est quelqu'un qui est un excellent didacticien. C'est quelqu'un qui est capable. Vous pouvez trouver hein, des vidéos de lui expliquant, notamment dans les années 70, 80, 90, beaucoup de choses. Brian Kernighan est quelqu'un qui est vraiment hyper didactique, qui sait écrire, qui sait expliquer, qui sait vraiment donner envie aux gens, qui sait comment écrire un livre. Et donc, Kernighan était très impliqué, notamment chez AT&T, pour tout ce qui était communication, pour tout ce qui était écriture de livres, pour tout ce qui était vraiment formation des gens, parce que c'était quelqu'un vraiment qui a une très grande prestance et qui est vraiment capable d'expliquer des choses extrêmement compliquées avec des mots extrêmement simples. Voilà. Donc, ce fameux livre, qui est toujours aussi un must-have en 2024, qui a été mis à jour un certain nombre de fois, le KNR, c'est effectivement quelque chose qui a été coécrit donc, entre Kernighan et Ritchie. Et donc, je disais, hein, Ritchie a travaillé sur énormément de choses au cours de sa vie. Et donc, je reviens sur la quote que je citais en tout début de chaîne. En fait, quelqu'un d'autre chez AT&T, qui est Björn Strotop, qui est notamment l'inventeur du C++,
a dit de Ritchie, lorsqu'il est mort, il a sorti cette quote, il a dit: si en fait Denis Ritchie s'était intéressé à autre chose dans sa vie, par exemple les mathématiques ésotériques, en fait Unix serait un projet mort-né. Voilà. Donc c'est dire l'impact qu'a eu Ritchie sur deux choses qui sont majeures aujourd'hui, sur les systèmes Unix et de type Unix, donc l'impact que ça a eu sur le marché et les langages de programmation, notamment de programmation bas niveau, puisque en moins d'une décennie, le C était devenu un langage utilisé partout, dans des environnements majeurs, que ce soit l'industrie, que ce soit la programmation micro-informatique, les systèmes d'exploitation. Vraiment, l'émergence de ce langage a permis vraiment un très gros boost de notre industrie sur ce sujet. Alors, Nestor Bidule, tu dis, ou alors il aurait révolutionné les mathématiques, on aurait des voitures quantiques aujourd'hui. C'est possible, who knows, on ne sait pas. Mais en tout cas, force est de constater, c'est que sans lui, Unix ne serait pas ce qu'il est devenu, et le langage C n'existerait peut-être probablement pas. Alors certains diraient, oui, heureusement, etc., mais peut-être qu'on n'aurait pas non plus de Rust et de tout ça. Donc, voilà. Et donc, j'en arrive au fait que Ritchie a reçu plusieurs prix. Il a reçu donc comment ça s'appelle euh, mince, le prix Turing. Voilà, il a reçu le prix Turing au début des années 80, donc pour ses travaux sur Unix et le langage C notamment. Et il a reçu son dernier prix avec Ken Thompson, l'équivalent donc du prix Turing, mais au Japon en 2011, pour les récompenser de leurs travaux. Et c'est en 2011, quelques temps après avoir reçu ce prix, qu'il a été retrouvé mort chez lui, puisque c'était quelqu'un qui avait une santé fragile et quelqu'un, je crois que c'était Rob Pike, s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles depuis longtemps. Et puis ils l'ont retrouvé sans vie. Et donc il est mort à 70 ans chez lui dans l'indifférence la plus générale. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que les grands cerveaux tels que Ritchie sont pas forcément donc des gens qui sont très connus du grand public. Ce sont plutôt des gens qui sont des inventeurs peu connus du grand public. Et quelques jours auparavant, il y avait eu la mort de Steve Jobs, qui a vraiment euh, cannibalisé, je dirais, la presse à ce moment-là. Et donc sa mort a été totalement éclipsée. Ce qui est dommage eu égard donc toutes les contributions qu'il a pu faire au cours de sa vie, et des contributions vraiment fondatrices là pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça aussi que régulièrement, sur ma petite info du jour, j'ai déjà posté sur ma petite info du jour, comme je le fais sur Twitter, les réseaux sociaux, donc l'anniversaire de sa naissance, et puis rappeler aussi qui il était. Et puis je trouvais que ça valait le coup de faire un live, une vidéo sur le sujet pour expliquer qui était ce monsieur et un peu démystifier le pourquoi, d'où on en est aujourd'hui, grâce à tous les travaux qu'il a pu faire. Et là, en 30 minutes, c'est impossible de donner l'intégralité de tout ce qu'il a fait, mais c'était des travaux vraiment qui, je pense, ont bouleversé, révolutionné le monde de l'industrie du logiciel. Euh, et je pense vraiment que c'est même pas exagéré, le fait de dire ça. Et je voudrais reprendre une petite quote qu'il avait faite. Il faut juste que je la retrouve ici. Il y avait donc Denis Ritchie qui un jour a sorti cette quote à propos d'Unix. Il a dit: Unix est si simple, c'est un système d'exploitation qui est si simple, mais vous avez besoin d'être un génie pour en comprendre cette simplicité. Et en fait, quelque part, ce qui nous paraît évident aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure dans les concepts d'Unix, c'est que ce sont des concepts finalement extrêmement simples. Quand on se les évoque en disant c'est tout fichier, c'est des commandes qu'on ne peut pas IP ensemble, un interpréteur de shell, etc. Enfin, tout ça sont des concepts qui sont très simples, mais en fait, il fallait vraiment être un génie ou être des génies à l'époque pour pouvoir avoir l'idée de ces concepts et les mettre en place de façon, je dirais, aussi élégante. Voilà. Voilà pour cette présentation sur notre ami Richie. J'espère que j'ai pas raconté trop de bêtises, hein, je connais pas tout par cœur. Il peut m'arriver aussi d'avoir des petites inexactitudes. Donc n'hésitez pas à corriger, soit ici dans le live, soit sur le replay qu'il y aura sur YouTube tout à l'heure. Et vous me pardonnez d'avance si j'ai dit quelques petites inexactitudes. En tout cas, j'espère que le sujet vous a plu. Je referai d'autres
d'autres zooms sur d'autres personnalités importantes comme ça de notre domaine. Je l'ai déjà fait il y a quelque temps sur Sophie Wilson qui a créé l'architecture ARM. Donc c'était il y a 2 semaines de ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu. Et voilà, je ferai d'autres vidéos un petit peu sur ces personnages importants parce que c'est vraiment, je pense que c'est important de remettre ça sur la table. Voilà. Et donc, Yorzan, perso, je n'ai pas vu passer d'inexactitude particulière et je connais un peu le sujet. Merci beaucoup à toi. Voilà, et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette vidéo. Moi, je vais vous dire donc à la semaine prochaine. Là, on va aller faire un petit raid chez l'ami Titi Moby qui va liver. Je prépare mon petit raid. Le raid est créé, donc on va aller chez l'ami Thierry. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé, mais j'imagine qu'il nous a préparé encore un programme super et je suis certain encore des envies d'acheter un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, passez une très bonne journée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live et puis allons chez l'ami Thierry. Ciao, ciao, bye bye.